Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Aurélie Pimenta. Aurélie est éducatrice comportementaliste canin et formatrice ACACED pour Vox Animae. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec FIFA et nous partage tout ce qu'il faut savoir avant de devenir éducateur canin. On y parle donc de l'ACACED, cette formation obligatoire pour travailler auprès des animaux domestiques, mais aussi de tout un tas de sujets qui entourent une reconversion professionnelle. Que ce soit de l'argent, de la formation, du cheminement personnel que ça représente. C'est un épisode riche en apprentissage, que l'on soit professionnel ou particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut Claire. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur la niche, dans la niche. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu Aurélie ? Alors, je suis Aurélie, je suis éducatrice canin et comportementaliste, donc chien et chat. Je travaille depuis 1 an sur Lyon et avant j'étais en région parisienne. Donc, ma boîte, c'est Pimpets, éducation donc du chien et du chat. Ok, ça marche. On va parler de tout ça. Tu as un chien, FIFA. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, j'ai un chien, donc FIFA. C'est un berger créole, enfin un royal bourbon, comme on appelle ça. Il vient de la Réunion. Je l'ai adopté en 2019. Voilà, il avait à peine 3 mois quand il est arrivé dans l'avion avec sa sœur, de la Réunion. FIFA, comment dire FIFA ? Il a 3 ans et demi maintenant à peu près. Et il n'a pas toujours été, entre guillemets, facile. Mais c'était vraiment, pour moi, mon 3e chien. Donc un chien important. Parce qu'il est arrivé au moment où j'ai changé d'orientation et de voie. Donc pour moi, j'ai hésité à reprendre un chien, d'ailleurs, à ce sujet-là. Ok. Tu vas nous raconter tout ça ? Ouais. Là, c'est bon, tu as éveillé ma curiosité. Du coup, comment ça s'est passé ton expérience avec les chiens avant d'avoir FIFA ? Donc, tu nous as dit que c'était ton 3e chien. Comment ça s'est passé, pour toi, plus petite ? Est-ce que tu as toujours eu des animaux autour de toi ou est-ce que c'est venu en étant plus adulte ? Comment ça s'est fait ? Alors, moi, j'ai toujours eu des animaux autour de moi. On a toujours été entourés d'animaux, de chiens et de chats, et plus particulièrement de chiens. Donc, pour mes grands-parents, pour ma mère, on avait des chiens. Et c'est vrai que c'était très important pour moi de continuer à en avoir. Et donc, j'ai eu mon premier chien à moi, toute seule, à l'âge de 12 ans. Okay. Donc, c'était un petit Westie, une petite Westie, qui s'appelait Lily. Et qui a vécu 14 ans avec beaucoup de problématiques de santé. Et donc ça, c'était vraiment mon premier chien. Et par la suite, j'ai eu un Boston Terrier, Winnie. Pareil, beaucoup de problématiques de santé. Je l'ai adopté en élevage. Il avait déjà 7 mois et il avait déjà des problématiques de santé. Donc je ne savais pas. Et il est parti assez tôt, Winnie. Et voilà, il avait à peine 5 ans et c'est allé très très vite. Du coup, par la suite, j'ai vraiment hésité à reprendre un chien et j'ai mis plus de 5 ans à en reprendre un. Et puis, entre-temps, ma reconversion professionnelle dans le monde du chien et du chat. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu faisais à la base ? Comment ça s'est passé ta reconversion ? T'es passée de quoi à quoi ? Et qu'est-ce qui a fait déclic à ce moment-là ? Alors, pour moi, c'est vraiment une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en marketing, communication.
dans une entreprise, voilà, toujours la même, et en création graphique. Donc j'ai commencé assez jeune, j'ai fait de l'apprentissage et voilà, à 21 ans, j'étais déjà en entreprise. Et puis par la suite, j'ai continué, voilà, ça me plaisait, ça m'a toujours plu, la communication, la relation avec les personnes. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et au fond de moi, j'ai toujours eu envie de travailler avec les animaux. Et j'avais dit déjà au tout début, je travaillerai avec les animaux, les chiens ou les chats, j'ouvrirai un hôtel de luxe pour chiens. Et là, j'avais à peine 23 ans. Voilà, donc ça a toujours été un rêve pour moi, mais je me sentais pas prête et j'avais besoin de travailler pour gagner des sous. Ouais. Et donc là, il n'était pas du tout question de faire autre chose pour le moment, mais j'avais cette idée en tête et je me suis toujours intéressée au monde du chien, au monde du chat, voilà, de par les lectures, tout ce qui pouvait se faire autour du chien et du chat. Oui. Puis t'avais des chiens à ce moment-là, donc t'avais un chien à ce moment-là, en tout cas pendant toute cette période-là, donc tu creusais forcément la question. Tu baignais dedans, quoi. Exactement. J'avais envie de mieux comprendre aussi, surtout avec la première Lily, qui était où il y avait beaucoup de problématiques alors de santé, mais finalement il y avait des problématiques au niveau du comportement. Et j'étais bloquée, on était bloqués. Voilà, on a fait des choses sûrement pas très cool. Voilà, et on ne savait pas. Donc, du coup, ça m'intéressait énormément de mieux comprendre certaines choses sur le chien. Ouais. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qui a fait déclic à partir de quand tu t'es dit, je crois que c'est maintenant, c'est bon, j'y vais? Alors, c'était tard ce déclic-là, parce que moi, ça fait que 4 ans, ça va faire 4 ans que j'ai changé complètement de métier. C'est sûrement venu en mode perso d'une autre, on va dire, pas reconversion, mais je pense que c'est venu avec la maturité aussi, de me dire, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire dans mon métier, j'ai vraiment envie de travailler avec les animaux, c'est maintenant. Donc j'ai profité de faire cette reconversion, d'avoir le congé individuel de formation, qui existait encore et qui n'existe plus maintenant, donc la prise en charge est différente. Et je me sentais de le faire, mais j'avais 35 ans. Donc du coup, c'est plus tard. Ouais. Mais pour moi, c'était le bon moment de faire ça à cet instant-là. Tu disais qu'il y avait l'aspect financier qui était une grosse question, de passer de salarié, 15 ans de boîte, j'imagine que voilà, t'es tranquille, quoi, on va dire, au gouffre. Au gouffre que je connais en ce moment, de dire waouh, ça va être chaud le mois prochain. Exactement, ça aussi c'est rentré dans la balance. Ouais. J'avais besoin de travailler assez tôt pour avoir des sous, forcément, et vivre, voilà. Et ensuite, je me suis dit, il faut aussi des sous pour pouvoir entrer dans l'entrepreneuriat et pas se jeter dans la gueule du loup en disant j'ai envie de faire ça, c'est ma passion, allez hop, salut. Parce que ça, c'est pas possible. C'était pas gérable pour moi de pas avoir un bagage derrière. Donc, c'était très réfléchi aussi. Et effectivement, passer du salariat à un confort, ça c'est sûr, à se dire, je crée mon entreprise et là, c'est la grande inconnue. Advienne que pourra. Voilà. Ouais. Et surtout, dans cette... on va dire, partie dans ce métier-là, ça commence vraiment à se développer. Il y a énormément de monde qui veut faire ça et travailler avec les animaux. En revanche, c'est pas le digital, c'est pas tout ce qu'on voit maintenant. Donc, on peut se dire que ça va prendre du temps et on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc, on a beau faire tous les business plans qu'on veut, on ne sait pas. Donc, effectivement, je suis partie aussi rassurée de mon CDI, voilà, dans un confort où je me suis dit, je peux tenir plusieurs mois, je peux tenir 2 ans. Ouais. Le salaire ne sera pas du tout le même. Et ça aussi, c'était un cheminement pour moi. C'est de chaud, me dire, je ne gagne pas du tout ce que je gagnais pendant que j'étais salariée. Mais vraiment, du tout. Ouais. Donc, c'était aussi un changement global dans ma vie, revoir mes besoins, revoir ma façon de vivre et penser complètement ma vie autrement. C'est vraiment ça, mon changement. Ouais. Oui, puis je trouve ça vachement courageux parce que je pense que c'est une chose de le faire... aller en début de carrière, voilà, moi j'ai 26 ans, je fais ça maintenant, alors c'est vrai que c'est un peu inconfortable de dire, bon voilà, mais j'ai jamais eu de salaire mirobolant non plus, on va pas se mentir, donc voilà, allez, j'ai perdu 500 € de niveau de vie, on va dire ça va, c'est gérable, c'est un peu chaud certains moments et tout, mais c'est gérable, mais de faire ça à 35 ans avec un niveau de vie qui est forcément bien supérieur, enfin t'habitais en plus
à Paris, donc tu étais dans la catégorie des jeunes cadres dynamiques. Ça doit être aussi autre chose. Enfin, je pense que voilà, le gap, il est encore, c'est encore tout autre à passer, quoi. Je vois bien. Ah oui, c'était un gros gap. Et en plus, ce gap-là, on le passait à deux, donc avec mon conjoint. C'est aussi effectivement de sortir un peu et de changer cette vie de... Oui, c'est vrai qu'on était à Paris, avec tout ce qui va avec, les sorties, le loyer, enfin voilà, tout ce qui va avec. Et puis, ma vie d'avant, j'avais envie de dire qu'elle a changé complètement, mais elle a changé. Ma vie d'avant, c'est plus ma vie de maintenant, c'était les sorties, c'était... s'habiller autrement, oui, il faut le dire. C'était un autre monde. Ouais. Et tout a complètement évolué. Donc, il fallait aussi qu'on soit en accord avec mon conjoint, même si je lui disais pas, vas-y, viens, on part et on va s'installer dans la Creuse. Élever des brebis. avec 3 tiny house et on est génial, et on est trop bien. Au fond de moi... J'aimerais un peu, mais... Il n'est pas prêt encore, c'est ça ? Il n'est pas prêt. Mais oui, ça, c'est quelque chose qu'on a fait à deux, potentiellement avec aussi le fait de peut-être me reposer sur lui, ce que je ne voulais pas. Ouais. Je voulais vraiment... J'ai toujours été indépendante, j'ai toujours compté sur ce que moi je faisais. Et là, cette fois-ci, je me dis, OK, si je me lance, il faut que tu me suives, parce que si ça foire à un moment donné, j'ai besoin de pouvoir me reposer. Ouais. Sachant que je voulais pas du tout ça et que j'étais au taquet à 300 000%. Voilà, mais oui, c'est vraiment un changement de vie énorme et de toutes les façons, ça l'est toujours, même 4 ans après, avec des hauts, avec des bas, avec des ultra bas. Voilà, c'est toujours difficile de toutes les façons quand on se lance et quand on a sa boîte, c'est jamais linéaire. Mais c'est ça aussi le challenge. Oui, c'est clair. Du coup, donc là, on est en 2018, si on remonte un peu l'histoire. Il y a Charlie qui ronfle, vous l'entendrez, et on lui fait un bisou. Donc, on est en 2018 pour replacer un peu dans le contexte de l'histoire. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas de chien depuis quelques années, c'est ça ? Comment vient la décision de relancer l'aventure ? J'imagine en se disant, bon, si je fais ce métier, peut-être que... Mais c'était quoi un peu les tenants et les aboutissants de cette question ? Oui, tout à fait. Alors, on est en 2018. Winnie est partie en 2014. Et effectivement, je décide de changer, de faire une formation en lien avec les chiens et les chats. Et je me pose vraiment la question de reprendre un chien. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Donc, je fais ma formation, je fais tout ce qui est nécessaire, je fais d'autres formations. Et là, déjà aussi, la question était pour mon conjoint, puisque lui n'a jamais eu d'animaux. Le chien, pour lui, il savait depuis le début, de toutes les façons, c'était avec le package, si on me prend, on aura au moins un animal un jour. Voilà, il y avait aussi cet accord-là. Et par la suite, je termine ma formation, on arrive en 2019, et là, dans ma tête, je me pose encore plus la question, est-ce que je reprends un chien ? Est-ce que je reprends autre chose, un chat ? Et je me dis, si je fais éducateur canin, comportementaliste, en lien avec les chiens. Et d'ailleurs, le chat aussi se pose la question. On n'y est pas encore. Je ne désespère pas d'avoir un chat. J'adore aussi les chats. Et donc, je me pose la question, est-ce que je reprends un chien avec tout ce que j'ai appris ? Enfin, tout ce que j'ai appris, on apprend toujours, mais j'avais appris énormément de choses. En sortant de formation, tout à fait. Sors avec... Là, chaque jour, je faisais la formation, j'apprenais quelque chose, je me disais, OK, ça, j'ai pas bien fait, ça, c'était pas comme ça. Maintenant, je comprends ça sur mon chien, ma première, sur mon autre chien. Voilà, trop de chamboulements dans ma tête. Et je me dis, est-ce que si je reprends un chien, il sera heureux ? Est-ce que j'arriverai à rendre heureux mon chien ? Donc là, c'était la grande question. Et je voulais pas reprendre un chien en élevage. Voilà, mauvaise expérience, du coup. Mauvaise expérience, beaucoup de chiens abandonnés. Alors, en chien en élevage, il peut être abandonné et ça peut être une race. Ce n'était pas la question de race ou pas race. Mais je voulais en sauver un aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis prête à en sauver un ? Je n'étais pas du tout prête. Je ne sais pas si d'ailleurs on est prêt un jour. Et je me suis dit, OK, on se lance. La question s'est posée, chien adulte ou chien ou chiot ? Et moi, je ne voulais pas de chiot. Okay. J'avais eu des chiots et je ne voulais pas. En revanche, mon conjoint m'a dit, c'est OK, mais je préfère un chiot parce que je serai plus rassurée, c'est plus facile pour moi. Je fais, OK, tu vas voir que ce n'est pas plus facile pour toi, ni pour moi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Exactement. Et donc, nous reprenons un chiot.
voilà, parce qu'il fallait bien avoir. Je voulais le chien et je me suis dit, ok, voilà. Et donc là, arrive FIFA, arrive ma recherche dans diverses associations, refuges. Et voilà, je vois FIFA je vois FIFA en vidéo, en photo. Je ne l'ai pas vu en vrai, juste au moment où il est arrivé à l'aéroport et que je l'ai récupéré. Donc voilà, FIFA arrive et là, pareil, comme un peu l'entrepreneuriat, c'est génial. On a un chien et donc je suis contente. Et 2 heures après, j'aurais pas dû reprendre un chien. En plus, on a pris un chiot. C'est compliqué. Je me remets en question. Tout ce que j'ai appris, je voulais le mettre en pratique trop vite. Je vais travailler en tant qu'éducateur canin comportementaliste. Donc, mon chien, je dois tout de suite l'entraîner, le former, etc. Je me suis mis beaucoup de pression avec FIFA pour faire un reset au bout de 8 mois où on n'avait pas créé de relation avec FIFA. Ça allait pas pour moi. C'était assez difficile parce que lui, il gérait pas du tout ses émotions. Il mordillait beaucoup. Il avait pas eu sa maman. On l'a retrouvé 1 mois dans la rue, pour le contexte de FIFA, avec sa sœur. Papa différent. À La Réunion, il faut savoir que les chiots qui ne sont pas récupérés, donc sont soit malheureusement tués, et puis par la route, et surtout aussi donnés en appât aux requins. Donc voilà. Je savais pas ça. Donc ce n'est pas le cas de FIFA. En tout cas, 1 mois, pas tout ce qu'il faut de la maman et beaucoup de problématiques de gestion pour lui. Donc assez difficile les premiers mois avec lui et jusqu'à ces 7-8 mois où je me dis ok, là l'adolescence c'était vraiment une tornade. Très difficile et remise en question totale de ma part. Je me mettrais trop de pression, je voulais lui mettre trop de pression avec tout ce que j'avais appris, mais ça ne marchait pas. Donc on a tout recommencé et on est reparti sur de bonnes bases ou beaucoup de lâcher prise. J'ai fait d'autres formations entre-temps aussi, qui m'ont appris à relativiser sur pas mal de choses et j'ai commencé à bosser. Donc en tant qu'éducateur canin, comportementaliste, à faire des rendez-vous, à voir des gens, à voir des chiens. Et donc à me remettre beaucoup en question. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour ma relation avec FIFA. Avoir d'autres exemples aussi et se dire, ça va en fait. Exactement. C'est pas si mal ou alors... Exactement. Bon. Mais, voilà. Et à ce moment-là, donc, quand tu as commencé à travailler, FIFA, il avait quel âge ? Je l'ai eu il est arrivé en avril 2019, donc il avait à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Il avait 3 mois et puis moi j'ai lancé ma boîte en juillet 2019. Jusqu'à fin 2019, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de rendez-vous. J'avais quelques rendez-vous. Le site n'était pas créé. J'ai voulu m'immatriculer et finalement j'ai commencé vraiment en début 2020 où j'ai lancé mon site début 2020 et puis hello confinement. Mais quelle bonne période. Voilà, et là je me suis dit ok, j'ai vraiment bien fait de faire ça. Alors qu'en fait le confinement était hyper bénéfique pour moi, où j'ai vraiment bossé beaucoup sur le site et où j'ai beaucoup aussi pu prendre le temps avec FIFA, où je me suis formée aussi en ligne. J'ai lu pas mal de choses et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, tout a vraiment commencé finalement pour ma boîte en sortie de confinement. Et c'est vrai que le confinement, par rapport à chacun l'a vécu comme différemment. Moi, je me suis pas sentie enfermée parce que j'ai commencé à travailler au moment où on était déconfinés, reconfinés, déconfinés. Et du coup, j'étais en extérieur, j'allais faire mes rendez-vous. J'étais en sortie. Donc, et ça a commencé à marcher à partir de là. Ok. Voilà. Et pour rappel, tu avais quitté ton boulot à quelle période ? Moi, j'ai quitté mon boulot au moment où j'ai pris FIFA. Ça, c'est intéressant aussi parce que je voulais être disponible donc en avril 2019. Ok. Et je voulais être disponible parce que je me suis toujours dit, quand j'ai eu mes chiens, alors oui, il y avait mes parents, mais j'étais pas assez dispo. Je les laissais beaucoup trop longtemps seule. Et ça, c'était pas OK pour moi d'avoir un chien et de le laisser 8 heures tout seul, tous les jours, pendant 5 jours sur 7. C'était pas OK. Donc j'ai voulu aussi cette transition-là quand j'ai arrêté, pour avoir le temps pour lui, pour avoir le temps pour nous. Donc voilà, j'avais vraiment, c'était vraiment, tout était un peu calculé de OK, j'arrête et en même temps, je prends FIFA. Hop, c'est un peu le temps d'adaptation vraiment important. Et il a été long, ce temps d'adaptation-là. Ouais, après, je pense que je pense que c'est propre à chaque histoire. Enfin, voilà, moi, j'en parle souvent sur le podcast parce que ça a été une période un peu traumatisante. Je crois que j'en parlais encore avec mon mec hier soir. Mais ces premiers mois où
il n'y avait pas de lien, quoi. Et c'est dur. C'est dur parce qu'on réalise notre rêve d'avoir son chien. Ou alors, enfin, voilà, ça représente forcément quelque chose pour nous d'accueillir son chien. Et en fait, il se passe pas ce qu'on attend. Et c'est vraiment difficile comme période, que ça soit pour une première fois ou pour une troisième comme toi. Quel que soit le contexte, je crois que c'est toujours un peu difficile, cette désillusion de se dire... en fait, il me fait juste chier, quoi. Ouais. Et ça, en je fait, suis d'accord. juste là, je pourrais le donner à quelqu'un. Partez ça. avec, si vous voulez. C'est ça, le lien, et c'est très important pour moi de créer du lien, et c'est ce que je dis toujours aux gens que je vois. Le lien, d'abord, est-ce qu'on connaît notre animal, est-ce qu'on sait qui il est, et sans ce lien, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'éducation avant. Il n'y a pas d'éducation avant la relation. Mm. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de créer ce lien-là, et ça, c'est sûr. Mais une fois qu'il est créé, waouh, c'est fort, c'est trop bien. Là, c'est le feu d'artifice. Trop cool. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va principalement parler de l'ACACED, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu formes pas mal de gens à cet examen. Donc, je voulais revenir avec toi un petit peu sur pourquoi cet aspect formation, comment est-ce que c'est venu dans ton parcours, à quel moment tu as commencé à devenir formatrice, et puis ensuite, on parlera un peu plus en détail de ce que c'est que l'ACACED, comment s'y préparer, etc., etc. Ok. Alors effectivement, en plus donc de Pimpets, je suis également donc formatrice chez Vox Animae, qui est un organisme de formation au comportement animalier. On m'a proposé effectivement d'être formatrice à CACED, et donc j'ai accepté avec joie. Et en plus aussi chez Vox Animae, je m'occupe de corriger des devoirs sur l'éthogramme du chat. Voilà. Bon, j'ai un peu casquette formatrice en plus, ce que j'avais pas forcément prévu au début. Et en tout cas, je n'étais pas du tout fermée à ça. C'est très intéressant, c'est hyper enrichissant. Et effectivement, sur la CACED, c'est pas forcément évident au début. Mais après, c'est très enrichissant d'aller former les gens, en tout cas une partie parce que c'est pas très long, et de pouvoir aussi échanger avec les gens qui veulent devenir, en tout cas travailler avec les animaux de compagnie, chien, chat, pour ma part. Trop cool. Et puis je trouve que la partie accompagner un projet de reconversion, parce qu'il s'agit souvent de ça quand on devient éducateur canin. Je trouve ça chouette de voir un peu les parcours des gens, pourquoi maintenant. Et donc, ça doit être super cool comme place qui va avec la formation, finalement, de pouvoir discuter, en fait, juste avec des gens. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reconversions. Et après, des gens qui viennent aussi... Qui travaillent déjà avec les chiens, les chats, et qui n'avaient pas passé la CACED parce qu'on ne sait pas que c'est obligatoire, et donc qui viennent. Donc eux travaillent déjà dedans. Et puis après, effectivement, toutes les reconversions, échanger, pourquoi, c'est vraiment très intéressant de pouvoir parler de ça, et aussi d'apporter un peu, même avec ma mince expérience, d'apporter un peu de choses, d'échanger tout simplement et de partager. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel. Trop cool. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'ACACED ? Alors oui, l'ACACED, donc c'est l'attestation de connaissance pour les animaux d'espèces domestiques, donc chien, chat et NAC. Donc il y a vraiment 3 parties. Cette attestation, elle est, on va dire attestation certification, elle est obligatoire pour travailler avec les animaux d'espèces domestiques. Donc si on veut ouvrir une pension, ouvrir un refuge, gérer une fourrière, être éducateur canin, être comportementaliste, faire de la garde d'animaux ou du transport d'animaux aussi, tout exercice finalement même à titre commercial pour la vente d'animaux. La CACED est obligatoire. Donc avant 2016, ça s'appelait le CCAD, donc certificat de capacité. Et après, on a passé à l'attestation donc, de connaissance, qui est la même chose. On a fait évoluer ça. La loi, et donc l'article du 3 avril 2014, a fait évoluer pas mal de choses, notamment sur le bien-être animal. Et donc, tout a été revu au niveau du programme de la CACED. Et c'est pour ça que ça s'appelle maintenant ACACED. Ok. Et c'est délivré par le ministère de l'Agriculture. Je ne crois pas que tu l'as dit, je le précise. Mais voilà, c'est un oui, truc... tout à fait. Donc en fait, cette attestation de connaissance, le programme en fait est fait avec le ministère de l'Agriculture, des vétérinaires, des comportementalistes. Et effectivement, c'est le ministère de l'Agriculture qui est chargé d'habiliter les centres de formation pour que ceux-ci donc, puissent faire passer donc l'attestation de connaissance à divers publics. Okay. Donc cette attestation-là, en fait, elle se déroule sur 2 jours et demi, on va dire 3 jours
puisqu'on a 2 jours et demi de formation, et après, on va dire qu'il y a le QCM final. Donc, on a 18 heures obligatoires, puis on passe effectivement le QCM. Donc, elle est valable 10 ans, Oui. ça, c'est important. Et tous les 10 ans, pour le moment, parce que la loi peut évoluer, on va passer ce qu'on appelle l'actualisation, s'actualiser, actualiser ses connaissances. Ça veut dire qu'on revient avant que les 10 ans soient terminés, en général, et on passe 2 jours et demi. On n'est pas obligé de passer le QCM final. Ok. Donc ça c'est important aussi. Les gens ne le savent pas forcément. On ne sait pas déjà forcément qu'on doit avoir la cassette pour travailler avec les animaux, d'espèces domestiques, mais on n'a pas forcément ça en tête. Au niveau des obligations légales, du coup, donc tu nous as dit que c'était un certificat qui était obligatoire pour travailler avec les animaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette obligation légale? Parce que c'est vrai que ça n'est pas forcément très connu et c'est pas forcément le domaine avec lequel on est très à l'aise quand on veut travailler là-dedans. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les obligations à ce sujet? Effectivement, c'est une obligation légale et c'est donc l'article L214.6.1 donc, du Code rural de la pêche maritime qui maintenant rend obligatoire un minimum de connaissances pour les personnes qui souhaitent du coup travailler avec les chiens, les chats ou les nacs. Donc cette attestation, oui, est obligatoire. Et on ne le sait pas forcément quand on va s'immatriculer ou quand on veut être éducateur canin, faire de la pension ou faire de la garde. Ok, oui. Est-ce qu'on pourrait revenir sur à qui s'adresse la CACED? Qui est-ce qui est concerné par cette attestation de connaissances? Toutes les personnes qui veulent travailler avec les animaux d'espèces domestiques, chiens, chats et nacs. Donc ça veut dire que j'ouvre un refuge ou j'ai un refuge, je dois avoir la CACED, je gère une fourrière, au moins une personne doit avoir la CACED, j'ouvre une pension, je fais de la garde d'animaux, je dois avoir la CACED, éducateur canin comportementaliste, bien évidemment, les éleveurs doivent avoir la CACED, et si je vends à titre commercial, donc si je retire des sous, je vends des chiens, des chats, des nacs. Je dois avoir la CACED. Dans une animalerie, au moins une personne doit avoir la CACED. Taxi animalier aussi. Taxi animalier, transport. Tout ce qui est transit, bien évidemment, en plus de la CACED, avoir souvent le TAV, le transport d'animaux vivants. Ça, c'est autre chose. Ça marche. Au niveau du programme, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Parce que donc tu nous as dit que ça couvre un panel de métiers qui est très très large. On n'est pas du tout que dans l'éducation ou que dans le comportement canin. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu le programme et les grandes thématiques qui sont abordées dans cette formation, qui sont somme toute intéressants pour l'avoir fait? Oui, alors le programme, il est très dense. En 2 jours et demi, on voit donc 8 modules. Donc ce programme-là est bien sûr fait par le ministère de l'Agriculture avec des vétérinaires, avec des comportementalistes, des éducateurs canins. On a donc 8 modules répartis sur 2 jours et demi. Donc comportement des espèces, donc chien, chat ou nac, suivant ce qu'on fait. Le transport. On a le module sélection. On va parler beaucoup des races, du lof, du louf. On a le module santé animale. On a le module alimentation, le module droit, le module logement et le module reproduction. Donc, on couvre effectivement 8 thématiques, 8 grandes thématiques, plus ou moins en détail, puisqu'en 2 jours et demi, on ne voit pas forcément tout en détail, et c'est toujours un peu la difficulté qu'on peut avoir par rapport aux questions des participants. Oui, c'est clair. Pour le programme, alors moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup, je place mon expérience perso de la CACED. Alors j'ai passé il y a 1 an et j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Mais en tout cas, j'en garde une bonne expérience parce que, notamment sur l'aspect reproduction, sur l'aspect vraiment purement biologique, nutrition, etc. Nous, c'était une vétérinaire qui nous avait fait la formation là où j'avais... la préparation en tout cas là où je l'avais passé, et j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant, des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans ma formation humanimaliste parce que c'était moins le sujet, voilà. Donc j'avais trouvé ça très très cool d'avoir des petits points de rappel comme ça, et donc voilà, donc je trouve ça chouette, et c'est vrai que j'étais plutôt étonnée parce que j'y allais un peu en me disant voilà, il faut ce papier, allons chercher ce papier, mais au final c'était plus intéressant que ça n'y paraissait, on va dire. Oui, alors c'est très intéressant. En revanche, souvent, on ne rentre pas en détail dans chaque module. Ça donne plein de pistes, quoi. Voilà, ça donne des pistes, mais comme on ne rentre pas en détail dans chaque module, on peut être un peu frustré de dire demain, je veux créer ma pension, je viens pour passer la CACED, et parce que si je ne passe que ça, je peux ouvrir ma pension demain. Oui. Et finalement, la partie logement, la partie droit, qui est le plus important, on va dire, bien sûr, toujours avec la partie comportement pour moi, on ne rentre pas dans le détail. Donc, je vais toujours renvoyer
vers allez regarder l'article du 3 avril 2014, allez regarder telle loi, allez demander à votre direction départementale de la protection et des populations, allez voir votre mairie. Voilà, on ne peut pas tout traiter. C'est très intéressant, mais on ne peut pas tout traiter. Et du coup, ça peut être un peu frustrant pour certaines personnes qui venaient là en se disant « Ok, je passe ça, et du coup, ça y est, je fais mon métier. » C'est ça. Elle a ses limites, cette attestation. Ouais. Pour revenir sur ce point de est-ce que c'est suffisant ou pas, alors je pense que si vous écoutez le podcast, vous aurez bien compris au travers de tous les épisodes que j'ai pu faire que non, la CACED n'est pas suffisante pour être un bon professionnel, mais il y en a quand même qui pensent que si et qui se lancent direct après. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu sur ce point-là ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement ou pas ? Donne-nous des bonnes vibes, des bonnes nouvelles, s'il te plaît. Alors, effectivement, comme c'est la seule certification obligatoire aujourd'hui, puisque les métiers en lien avec les chiens, les chats et les NAC sont très mal réglementés, il n'y a pas encore de réglementation forte à ce sujet, bien sûr que j'ai des gens qui viennent, en tout cas pour ma part, et qui se disent « Ok, j'ai la CACED et donc j'ouvre ma pension demain » ou « J'ai la CACED, je deviens éleveur de chats demain ou éleveur de chiens ». Et donc, ce n'est pas suffisant. Et c'est vraiment ce sur quoi j'insiste, et nous insistons, du coup, avec l'organisme Vox Animae, sur le fait que non, ce n'est pas suffisant, parce qu'en 2 jours et demi, voire autant d'infos, le cerveau ne retient pas, et surtout, on n'entre pas en détail. Donc, il faudrait vraiment se former sur la spécificité par la suite, ou alors en amont de cette attestation. Pour moi, cette attestation, idéalement, elle vient clôturer un parcours de formation pour le métier que l'on souhaite exercer. Si je veux être éducateur canin, j'ai déjà fait une formation ou plusieurs en lien avec l'éducation canine. Si je veux être comportementaliste félin, je fais une formation ou des formations en lien. Si je veux être éleveur, je fais aussi une formation en élevage. Donc se former est essentiel pour moi avant de passer cette attestation qui va clôturer un parcours de formation pour le métier que l'on souhaite exercer. Et ça, malheureusement, ce n'est pas mis en avant quand on va passer cette attestation, parce que aussi l'attestation, depuis quelque temps, on peut se la faire financer, si on parle de CPF, compte personnel de formation. Donc forcément, on va aller regarder, j'ai envie de travailler avec les animaux, chiens, chats, attestation de connaissance, c'est obligatoire, je peux me faire financer ça, donc je vais commencer potentiellement par ça, puisque c'est ce qui est obligatoire, et puis après je verrai. On se forme gratos à ce métier-là, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais finalement, ça ne forme pas un métier. Ça donne des indications. Alors, certaines personnes pensent qu'effectivement, uniquement ça va leur servir à exercer leur métier. Finalement, au final, à la fin de la formation, les personnes se rendent compte que ça n'est pas suffisant, en général. Ouais. Ils vont aller se former ailleurs. Et certaines personnes se disent, j'ai envie de travailler avec les animaux, je ne sais pas ce que je veux faire, donc je fais la CACED, je vais passer la CACED. Et puis, je verrai bien. Est-ce que c'est plus de l'élevage ? Est-ce que c'est plus de la pension ? Est-ce que c'est plus de l'éducation canine ? Mais finalement, on voit une toute petite partie de chaque thématique. Et ça ne donne pas assez d'indications, selon moi, pour ça. On est très clair sur ça. C'est une étape, mais pas suffisant pour exercer un métier. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce qui est important aussi, c'est que parfois, comme on ne sait pas que la CACED est obligatoire, et j'ai des participants qui sont déjà éleveurs, qui ont déjà une pension, qui n'ont pas la CACED. Je viens parce qu'on m'a dit que c'était obligatoire. Ça arrive. Et qui peuvent parfois remettre en question certaines infos. Parce que si je suis éleveur, je connais forcément, parce que ça fait déjà 10 ans que j'élève des Maine Coon, ou alors 10 ans que j'élève des bergers allemands, donc je sais mieux. Et donc là, ça remet en question pas mal de leurs connaissances, et des choses aussi au niveau obligation légale, soit qu'ils ne font pas, soit qu'ils font, alors que ce n'est pas à l'éleveur de le faire, etc. Donc c'est important. Et par exemple, sur la pension, je vais ouvrir une pension, j'ai que la CACED, je peux, comme on l'a dit, mais ce qui est très important et que moi je mets toujours en avant, ouvrir une pension canine, féline, ok. Si je ne connais pas un minimum le comportement de l'espèce que je vais garder, ou que je vais éduquer, ou même que j'élève, alors mon travail, je ne peux pas le faire à 100% bien. Donc, quoi qu'il arrive, une formation à minima de comportement, c'est essentiel. En élevage, souvent quand je fais la CACED au niveau de l'élevage, la socialisation et la familiarisation, quand les gens me regardent avec des yeux ronds, je trouve ça compliqué. C'est grave. Donc, c'est grave, même. Ouais. D'accord ? On n'est pas là pour dire... Il y a des bons, il y a des mauvais, et ça, comme dans tout métier. Mais c'est vraiment important
de se former en plus de ça, puisque la formation éleveur, on va aussi la parler de sélection, vraiment, et donc de sélection des reproducteurs, potentiellement de maladies que vont avoir nos animaux, et il y en a des maladies, d'accord, avec tout ce qu'on peut faire. Il y a des tests de santé, il y a tests de santé, etc. C'est pas, j'ai décidé, j'adore les Maine Coon, j'adore les bergers allemands, je vais faire un élevage, et j'ai aucune connaissance, c'est bon, j'ai la cassette maintenant. La partie est très très peu, on parle très très peu de génétique, on va évoquer ça, mais c'est pas assez pour être éleveur. Donc on ne s'improvise pas un métier, ni éleveur, ni pensionneur, ni éducateur, et pas juste avec la cassette. Du coup, on a parlé du programme et du contenu. Je voulais voir avec toi comment est-ce qu'on prépare à cet examen-là, et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur finalement qu'est-ce que c'est l'examen. Donc on a parlé d'un QCM, d'un quiz à la fin. D'un QCM à la fin. Questionnaire à choix multiples. Merci, c'est beaucoup plus professionnel que quiz. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les modalités d'examen de cette certification, et puis comment ça se prépare en fait, à quoi on peut s'attendre? Alors effectivement, l'examen, donc après les 2 jours et demi de formation où on a vu les 8 modules, on a donc le QCM, questionnaire à choix multiples, final, qui va valider ou non les connaissances des participants. Comment on peut préparer effectivement la cassette ? On peut avoir, certains organismes le font, une préparation plus ou moins soutenue avec déjà des questions tests, l'envoi d'informations et de documents. Donc chez Vox Animae par exemple, on envoie effectivement un livret 15 jours en amont, le livret que je vais distribuer aussi. On va distribuer aux participants pour les aider tout au long de la formation. On peut aussi faire des tests sur Internet qui sont plus ou moins gratuits. Il y a une plateforme qui existe aussi payante pour faire plusieurs questionnaires tests. Le site Educagri, sur ce site-là, on a 400 questions. Effectivement, on peut payer pour une dizaine d'euros et on a accès aux 400 questions du questionnaire test, qui ne seront pas les questions du questionnaire final. Et ça, c'est bien précisé, effectivement. Ouais. Mais c'est le site officiel, c'est la préparation officielle en tout cas. Voilà, c'est la préparation officielle. Après, effectivement, certains organismes de formation vont faire une préparation en amont, en plus. Donc, voilà, ça c'est au choix de chaque organisme. Donc on peut se préparer en avant. Il y a des livres qui existent aussi, des personnes qui ont écrit des livres sur la cassette. Ouais. Et puis pendant la formation, en tout cas chez Vox Animae, on fait des tests, des questionnaires quiz, quelques questionnaires tout au long des 2 jours et demi de formation, en précisant bien que les questions du questionnaire test ne seront pas les questions du questionnaire final. Donc au niveau de la tournure, au niveau de la syntaxe, ce n'est pas la même chose, mais ça permet de travailler un peu et de faire des révisions aussi tout au long de ces 2 jours et demi. Ouais, c'est clair. Et peut-être qu'on peut revenir un peu sur le QCM final, combien il y a de questions, etc. Et puis un peu la forme et l'attendu des questions, parce que c'est important. Effectivement, sur le QCM final, suivant si on choisit 1, 2 ou 3 espèces, en tout cas, nous, chez Vox Animae, pour le moment, nous formons chiens et chats. Si on choisit une espèce, on va avoir 30 questions en 30 minutes. C'est pas une question par minute, c'est vraiment 30 minutes, on gère son temps. Et on doit avoir 60% de bonnes réponses. Si on décide de faire 2 espèces, on va avoir 45 questions en 45 minutes. Et pareil, c'est toujours 60% de bonnes réponses. Donc si on n'a qu'une espèce, 18 réponses sur 30, voilà, on a notre attestation. Donc ce qui nous laisse quand même 40% d'erreurs, ce qui est énorme. C'est énorme, ouais. Et pour nos chiens et nos chats, si on fait 2 espèces, on doit avoir effectivement 60% et plus minimum 45% par espèce. Je ne peux pas avoir 20 sur le chien et 7 sur le chat. J'ai bien mes 27 sur 45, mais j'ai pas... Mais pas assez sur le chat. Voilà, j'ai mes 60%, mais j'ai pas mes 45% par espèce. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi, effectivement, parce que les gens sont toujours très stressés à l'idée de passer un examen et d'un test, ce qui est normal, de dire qu'on a ces 40% d'erreurs. Ce qui est quand même énorme. C'est vraiment beaucoup. Je sais pas s'il y a d'autres examens qui ont autant de marge d'erreur. Donc on a peu de temps et il y a beaucoup d'infos, mais on a quand même 40% d'erreur. Ouais. Donc on a aussi le taux de réussite au global n'est pas mauvais. Et effectivement, au niveau de la tournure des questions, au niveau des questions, ça ne va pas être vrai, faux, oui, non. C'est vraiment avoir des questions plutôt au niveau syntaxe, plus ou moins compliqué, avec des négations, avec des ne pas, avec des toujours, avec des forcément, qui vont nous
aussi nous conduire à réfléchir et faire travailler notre culture déjà générale, parce qu'on voit un programme qui est énorme, mais ça on l'a pas forcément dit. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça aussi que cette attestation, si on ne connaît rien du chien et du chat et qu'on va la passer en première attention, c'est pour certains ça fait un peu boum, quoi. Donc sur ce questionnaire, effectivement, on a pas mal de réponses attendues. On peut avoir 1, 2 ou 3 réponses. On nous donnera toujours le nombre de réponses attendues qu'on doit cocher. Et par exemple, sur des questions, il faut relire parfois plusieurs fois les questions. C'est ce que je dis toujours aux gens. Lisez bien les questions parce que c'est pas toujours évident. On peut avoir très bien appris son livret, mais c'est pas du par cœur. Parce que je dis toujours, les gens qui me disent « Oui, est-ce qu'on peut avoir le livret quand on passe le quiz ?» Et bien non, on peut pas. Mais ça ne servirait pas. Parce qu'on va pas aller chercher la réponse. La réponse, elle est ailleurs, elle est dans la tête, elle est dans « Est-ce qu'on a compris ? Et est-ce qu'on a bien compris le module ? Est-ce qu'on a compris l'idée ?» Donc les questions sont parfois posées d'une certaine manière, à nous faire réfléchir. Voilà, donc ça c'est important à avoir en tête. Yes. On va passer à la partie conseil. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait devenir éducateur canin, par exemple, et qui s'apprête à passer la CACED ou qui découvre qu'il a à passer la CACED avec cet épisode? Alors, déjà ça dépend. Est-ce que la personne veut être éducateur canin, n'a pas encore fait de formation spécifique et vient passer la CACED en disant « Avec la CACED, je vais bien voir et je vais être éducateur canin ». Et donc là, le conseil va pas être le même parce que je vais tout de suite rediriger vers « Ok, la CACED, c'est obligatoire, mais ça ne suffira jamais à former une personne en éducation canine ou dans un autre métier. » Donc je vais dire « Formez-vous et trouvez une formation de qualité. Allez chercher les formateurs qui vont donner cette formation parce que pour moi et selon moi, ça c'est vraiment personnel, une formation où on a un seul formateur ou une seule formatrice qui va donner et animer les différents modules, pour moi, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas expert dans toutes les catégories. Oui. Donc, voilà, privilégier une formation de qualité. Une formation de qualité, ça veut dire se renseigner sur l'organisme, se renseigner sur les formateurs, se renseigner sur les connaissances. Est-ce que les connaissances sont à jour ? Est-ce que les infos sont à jour ? Alors, ce n'est pas forcément évident si on vient de débuter et de dire « je vais être éducateur canin » et aussi, malheureusement, beaucoup de marketing, et donc du marketing viral qui peut nous amener à choisir pas forcément la bonne formation, une formation de qualité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Si c'est une personne qui s'est déjà formée, qui a déjà entamé un parcours de formation, qui vient passer la CACED pour un peu finaliser ça et qui va ouvrir sa boîte, alors de toutes les façons, aussi, parce qu'on voit dans la partie finalement de la CACED comportement, qui est une partie qu'on met beaucoup en avant aussi chez Vox, on passe du temps sur cette partie-là. Ce qui est très important, c'est que par rapport à la formation qu'on a faite, on a notre ACACED et on n'est jamais prêt à être éducateur canin. En fait, la formation, elle est en continu. Donc ça, c'est toujours continuer de se former. Ouais. Ça, c'est sûr. Et par exemple, si tu donnes l'exemple d'éducateur canin, pour moi, comportementaliste, éducateur canin, parfois, je vois des gens qui viennent, voilà, j'ai commencé un parcours de formation super, je vais avoir la CACED super, ok, mais moi, j'ai décidé d'être éducateur canin parce que j'aime pas les gens. C'est ça. Et alors, pour moi, être éducateur canin, si on parle vraiment de ce métier-là, et c'est spécifique à ce métier, à d'autres métiers, mais plutôt celui-ci, c'est vraiment se dire qu'il y a l'humain à prendre en compte. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, aimer l'humain, c'est ça aussi, vouloir faire éducateur canin. Ouais. Se remettre en question sur tout ce qu'on apprend, sur tout ce qu'on a appris. Et parfois, même quelques mois avant, on a appris quelque chose et finalement, on se remet en question sur ce qu'on a appris. Mais vraiment, vraiment, se dire qu'on va travailler avec l'humain. Et que c'est pas juste j'aime le chien ou j'aime le chat et l'humain, je m'en fiche parce que nos animaux sont liés à nous. C'est même l'inverse parce que, encore une fois, on fait un métier d'accompagnement. Je pense que, je sais pas si on devait donner une balance, mais peut-être 80-85% de notre métier, c'est d'interagir avec l'humain. Et il reste peut-être 10 ou 15%, mais c'est quasi exceptionnel, en fait, qu'on ait vraiment à interagir avec le chien, au-delà de montrer pratiquement un exercice ou une façon de tenir la longe ou une façon de faire ci, ou de récompenser. Mais enfin, sinon, le reste, c'est que du conseil à l'humain, c'est que d'essayer de comprendre sa problématique, de s'adapter au couple qui nous fait appel, etc., etc. Donc, ouais, je trouve que c'est
c'est méga, méga important. Et en plus de ça, cet épisode sortira du coup juste après celui que j'aurais fait avec Livia et Morgane sur justement la prise en compte de l'humain et sur tout ce que ça représente en fait que d'accompagner des gens, ce que ça représente aussi personnellement pour soi en tant qu'individu et qu'en tant que professionnel, ce que c'est que de re-questionner sa pratique, d'accompagner des gens, de ce que ça va venir chercher chez nous aussi, etc. Donc voilà. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode si vous souhaitez devenir éducateur canin et que vous vous dites que vous voulez faire ce métier parce que vous aimez les animaux et un peu moins les gens. Allez l'écouter, je crois que ça sera vraiment très très utile. Et oui, effectivement, l'humain, c'est vraiment, comme tu dis, très important. C'est largement plus de 50% de la problématique. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais en tout cas de ce pourquoi les gens nous appellent. Et d'ailleurs, souvent, moi, on me le dit, hein, souvent on me dit oui, je sais, c'est nous, c'est moi, c'est de ma faute, etc. Bon, après, voilà, il y a des choses. Mais c'est pour ça que dans la formation d'éducateur canin, de comportementaliste, il y a forcément une partie humaine, psychologie humaine, communication humaine. Il faut absolument avoir un module dédié et des formateurs dédiés à ça, parce que on peut pas, pour moi, être éducateur canin juste en faisant de la pratique, ou alors juste en faisant, bien sûr, de la théorie sur les comportements. La dimension humaine est très importante et pas forcément assez prise en compte encore, je trouve. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et justement, pour revenir un petit peu sur les différents aspects et les différentes formes de formation qui existent, tu disais tout à l'heure qu'il était important de faire plein de formations et de ne pas s'arrêter à une formation, même une grosse formation de base qui durerait longtemps, etc. etc. Tout à l'heure, on disait aussi que, par exemple, la CACED est finançable avec le CPF, donc qu'en gros, en théorie, sur le papier, on peut devenir éducateur canin gratos, quasiment, si ce n'est d'aller s'imprimer 3 cartes de visite et faire un site. Mais moi, j'avais vraiment envie de rappeler aussi, à travers cet épisode, que devenir éducateur canin, ça coûte cher, parce que vous devez faire des formations. C'est... en tout cas, à mon sens, une obligation. Enfin, clairement, on ne pourrait pas faire ça sans. Et faire des formations, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça a un coût. Et voilà, moi, je suis clairement en train de comprendre que je vais consacrer au moins 150 € par mois, quasiment, à faire des formations, qu'elles soient plus ou moins longues, avec des fois des pauses, avec des fois des trucs qui vont coûter super cher, qui vont durer quelques temps. Mais en tout cas, ça fait partie aussi, je trouve, de nos charges. Et ça fait partie intégrante de nos charges qu'on a tous les mois à financer. Donc, non pas qu'on travaille uniquement pour s'acheter des livres et faire des formations et suivre des webinaires, mais presque. C'est vrai que ça, c'est vraiment important et on n'a pas forcément ça en tête parce que, par exemple, quand on fait un autre métier, alors je n'ai pas envie de citer un autre métier, je ne veux pas mettre les gens à dos, mais on a souvent une formation et puis après, voilà, on a notre travail. Mais même dans tous les métiers, en vrai, la formation continue, se remettre en question, peaufiner un peu peaufiner sa formation, c'est important. Mais là, on est avec du vivant et donc ça change énormément et ça évolue. Et oui, la formation, c'est essentiel et le coût, et tu as raison d'en parler, c'est essentiel aussi et c'est à prendre en compte quand on va lancer son entreprise parce que on va avoir déjà, on peut se faire financer. Alors là, le CPF, effectivement, c'est quasi gratuit, on ne paye rien. En revanche, pour faire des formations, on a des fonds spécifiques par rapport à ce qu'on appelle les OPCO. Ouais. On peut se faire financer nos formations en tant qu'éducateur canin. C'est pas forcément, c'est pas du tout d'ailleurs via le CPF, mais ça va être par d'autres financements possibles. Et on paye qu'on paye des cotisations sociales. Oui. Une partie de nos cotisations sociales, c'est pour la formation. Donc on peut, ce qui est pas toujours évident. Dans le privé, en tout cas. Voilà, c'est ça. On va pas forcément y penser, mais il faut savoir qu'il y a certaines formations qui sont finançables et donc à bien regarder les organismes qui peuvent proposer ça, parce que, par exemple, en termes de certification, toutes les entreprises ne sont pas certifiées à proposer ça. Mais en tout cas, on peut se faire accompagner sur des financements. Mais oui, c'est sûr qu'on va débourser des sous et c'est essentiel de débourser des sous pour se former. En tout cas, se former, c'est essentiel. Même, je dirais, potentiellement, de se dire, là, sur cette thématique-là, sur cette problématique, je ne suis pas assez pro, j'ai pas assez de capacité, de connaissances, on va dire, d'expérience non plus. Et du coup, je la mets peut-être de côté et je vais me faire une formation à un moment donné qui va me donner plus confiance et peut-être que je renvoie cette problématique à quelqu'un d'autre ou cette thématique. Parce qu'après, avec tout ce qu'on peut apprendre aussi, on se dit qu'en fait, il y a tellement de thématiques particulières qu'on peut pas tout faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, moi, de mon expérience.
en me disant qu'il y a certaines thématiques que je ne traite pas et que je ne traite plus, que je passe le relais parce que je ne suis pas compétente dans ça. Et c'est trop difficile d'impliquer un animal et un humain dans quelque chose dans lequel on peut pas de toutes les façons, on peut jamais garantir de résultats. Non, encore que on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. En tant qu'éducateur canin, en tant que comportementaliste. Ça, c'est important de le dire parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et notamment dans des émissions télé, résultats garantis de dressage d'éducation. Oui. Parenthèse. Non, c'est hyper important et hyper intéressant. Et effectivement, oui, cette dimension de on ne peut pas tout faire, elle est importante parce que je pense qu'aujourd'hui, en France, le métier d'éducateur canin n'est pas un métier reconnu à sa juste valeur, à mon sens. On bataille pour trouver des formations dans des organismes privés ou alors on va faire un brevet professionnel en lycée agricole. Mais voilà, on n'en est pas à faire... des licences, des masters. On n'a pas un parcours universitaire qui va avec ça et je trouve ça vraiment dommage parce que ça enlève toute une valeur à ce métier-là qui demande énormément de compétences en recherche, en réflexion, en remise en question, etc., etc. Et à mon sens, en tout cas, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup à faire des reconversions professionnelles après avoir fait de longues études ou des études plus ou moins poussées dans des domaines assez poussés parce qu'en fait, ça nous apprend ça et qu'on en a besoin et qu'on se rend compte qu'on se dit, en fait... ok, du coup, je sais faire ça, ça va pouvoir me permettre de creuser la question de l'éducation canine. Et à mon sens, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, plutôt que comme un métier où j'ai telle et telle méthode à apprendre et ensuite je pourrais tout faire, je pourrais accompagner les gens, je pourrais apprendre des trucs à des chiens, parce que c'est loin d'être le cas et c'est complètement l'opposé même, je trouve. Oui, ça c'est vrai et vraiment c'est important aussi et ça me fait penser à quelque chose. Se dire à quel moment de ta vie tu vas te lancer dans ce métier-là. Ouais. Si tu as 20 ans, 22 ans et que tu n'as pas fait d'autres études et tu veux faire ça, ça va pas forcément être évident parce que tu vas te prendre de plein fouet la dimension humaine, les animaux, la création de ton entreprise, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors que si tu as déjà entamé soit une formation ou un métier, on va dire, tu as déjà des compétences. Et ces compétences-là, que ça soit en entreprise, que ça soit au niveau humain, tu vas pouvoir les mettre à contribution dans ce métier-là. Et c'est vraiment un métier de relations humaines, de liens. Donc ça, c'est important. Pour moi, ça m'a vraiment aidée et je mets beaucoup de compétences que j'ai acquises durant ces 15 ans d'entreprise, dans ma boîte déjà, en communication, en création, et aussi au sein de mon métier, dans les compétences humaines, où voilà, j'avais déjà fait pas mal de formations en communication humaine, etc., en posture. Et management, tout ça m'aide énormément. Ouais, c'est clair. Management, exactement. Donc, puis se connaître soi, ça joue aussi beaucoup de connaître... quelle quantité de travail on est capable d'encaisser ou pas. D'encaisser, c'est pas très joli comme mot, mais de savoir se connaître aussi, de connaître son rythme, de connaître l'énergie qu'on peut accorder aux choses et ce qui va nous en prendre, ce qui va nous en prendre un peu moins et comment on gère aussi avec ça. Donc oui, je crois qu'il y a vraiment tout un énorme panel de questions à se poser avant de se dire avec... vraie affirmation en étant tout jeune, je veux être éducateur canin parce que c'est énorme comme cheminement. Je crois que c'est vraiment un cheminement. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on se le dit et qu'on est jeune, je pense que c'est assez difficile parce qu'on va faire une formation, donc on n'est pas trop aiguillé. C'est vrai qu'au niveau de la réglementation, il y a vraiment quelque chose à faire pour mieux réglementer la profession. Puisqu'à part effectivement le brevet professionnel éducateur canin, alors ça c'est un diplôme d'État. Après, ça ne veut en rien dire que suivant l'organisme par lequel on va passer, c'est un organisme qui va être dans la bienveillance, dans le bien-être animal, etc. À jour des connaissances, etc. Et à jour des connaissances. Mais on va dire, c'est bon, j'ai le BP, éducateur canin, donc moi je suis un vrai, entre guillemets, éducateur canin. Et alors, voilà, même ça, c'est même compliqué de dire, mais c'est vrai que c'est le seul diplôme réglementaire. Et la réglementation n'est pas du tout encore là, malheureusement, pour les métiers en lien avec le chien et le chat. Et d'ailleurs, toutes les dérives associées sont aussi là... en partie grâce à la réglementation qui n'est pas du tout en place. Yes, travaillons là-dessus. Très bien, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? J'ai envie de dire d'avoir FIFA
et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien. Je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire quand tu racontais son histoire, je connaissais pas l'enfance de FIFA et ce que vous aviez traversé, et pour le connaître et le croiser régulièrement en balade, je trouve que c'est un petit chien hyper équilibré, et donc vous avez fait un chouette boulot tous les deux, et je voulais le souligner parce que c'est cool. Trop, merci, c'est trop. Oui, FIFA, FIFA, c'est vraiment le chien. Le chien qui m'apprend beaucoup sur moi, en fait, avec les autres chiens. Alors, j'étais beaucoup plus jeune aussi, à 12 ans, quand on a son premier chien. 12 ans, c'est rien. Par la suite aussi, c'était différent. J'avais pas les connaissances, mais avec les connaissances que j'ai de toutes les façons, c'est sûr que FIFA, lui, ce qui m'a appris, déjà, c'est que si moi, là et maintenant, et ça c'est vraiment un principe que je mets en pratique dans ma vie au quotidien, et perso, pro, tout, c'est que si on ne se gère pas, moi, si je ne me gère pas moi-même, je ne peux pas gérer FIFA. C'est-à-dire que si il se passe quelque chose, il faut d'abord que moi, j'arrive à me gérer, à me calmer, et à me dire, ok, je gère mes émotions pour gérer les émotions de FIFA et de mon chien. Et ça, je pense, c'est mon point de vue très perso, que c'est ce qu'on devrait faire avec tout le monde, oui. Avec notre conjoint, avec des amis, avec peut-être nos enfants. D'abord se gérer. Et là, c'est ce qui m'a appris à me gérer d'abord moi, pour arriver à le gérer lui. Parce que lui, il parle pas. Il va nous montrer plein de choses de sa posture, de son corps, de son comportement. Et quand on arrive à comprendre ce qui lui ce qui se passe, et on va dire, ok, quand je me gère, c'est mieux du côté de FIFA. Et donc ça, c'est sûr. Apprendre à me gérer, ça c'est clair. À lâcher prise sur plein de choses. Notamment sur des choses du quotidien qui peuvent nous énerver, qu'on peut avoir avec les chiens, les aboiements, les je te saute dessus, les mordiments. Il a mordi jusqu'à ses 1 an et demi, FIFA. C'était dur parce qu'au niveau émotionnel, pour lui, c'est sa décharge. C'est je veux une interaction, je ne sais pas la demander, je te mordis. Je suis trop, au niveau émotion, trop fort, trop de joie. Lui, c'est un chien qui est très... c'est trop bien, il y a des gens... Émotionnellement, bam, décharge, je saute, etc. Ça, c'était long. C'était long. Et si on ne se gère pas, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va lui demander d'arrêter, de se stopper, on va s'énerver. Et ça, j'ai appris à vraiment être très patiente et lâcher prise sur des choses. Et la patience, forcément, parce que je ne suis pas quelqu'un de très patiente à la base. Oh, quand on me connaît. Et j'ai appris énormément. Là, je fais que, avançant, j'apprends énormément de patience, et au quotidien, c'est un truc de malade parce que ça m'a appris la patience dans ma vie perso, dans plein de choses, dans énormément de choses. Donc, et lâcher prise sur certaines choses aussi, où on se dit, ok, ça marche pas, ça c'est pas ok, c'est pas grave, on lâche prise. Est-ce que ça c'est grave vraiment ? Ok, il a sauté une fois sur quelqu'un. Je sais pas, il est en train de prendre l'écharpe de quelqu'un qui vient chez moi. On lâche prise, et voilà. Alors qu'avant, j'aurais été beaucoup plus dans le contrôle. Donc ça me permet aussi de lâcher prise et de moins être dans le contrôle de moi déjà et de lui. Donc il m'a appris énormément et il continue de m'apprendre. Et c'est fou. Donc je ne sais pas si j'arriverai à reproduire si j'ai un autre chien un jour. Mais en tout cas, j'espère que j'arriverai à le faire. Mais sur moi et sur... mon quotidien, c'est une thérapie, FIFA, vraiment. Trop cool. Ouais, c'est chouette. J'adore cette question. Parce qu'à chaque fois, trop bien, c'est vrai. Trop bien des trucs trop chouettes. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Alors, sur les ressources, plutôt au niveau des livres, il y en a plein, il y en a énormément. Un livre que j'adore particulièrement, c'est Don't Shoot the Dog de Karen Pryor, qui est en français, qui est en anglais aussi. Mais il y a beaucoup de ressources en anglais qui sont vraiment top, qui ne sont pas forcément évidentes quand on ne lit pas l'anglais, et surtout l'anglais scientifique, où là c'est plus difficile. Oui. Mais Don't Shoot the Dog, c'est vraiment un livre... On n'a pas besoin de faire de l'éducation canine ou du comportement, d'être dans les chiens et les chats. C'est un livre du quotidien. C'est aussi beaucoup sur les théories de l'apprentissage, comment on apprend un comportement, et les théories de l'apprentissage quand même. Je rappelle que c'est la même chose chez nous humains que chez nos animaux. Ouais. Donc là, j'ai même convaincu mon mec de le lire. Donc, voilà, c'est dire. C'est top. Je vais y arriver moi aussi. Et ces théories de l'apprentissage-là, c'est au quotidien comment arriver à modifier un comportement, comprendre un comportement, le modifier. Et donc ça, c'est génial. Ce livre, je l'ai, les pages sont déchirées parce que je le relis énormément de fois. Donc dans la vie au quotidienne, pour moi, c'est top. Après, au niveau du chien, il y en a plein de livres, mais un livre vraiment top, Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton, le pendant, Le comportement de mon chat de Brunine de Rakhmadou, donc éthologue, hein, et les deux.
docteur en éthologie pour Charlotte et éthologue et consultante en comportement félin pour Brunhilde. Vraiment, ce sont des livres qui sont accessibles aussi bien donc, pour les professionnels, mais aussi je le conseille aux particuliers, à certains clients qui me demandent comment je peux faire alors pour savoir, etc. Ça se lit très bien, ils sont vraiment bien faits, il y a des images. Donc c'est vraiment top du top. Yes. Après, voilà, il y en a d'autres, mais on pourrait en dire 3 milliards sur le comportement. Mais tout ce qui est plutôt comportement, les bibles un peu type comportement et bien-être de l'animal au niveau du chien, c'est une grosse bible avec, pour le coup, des éthologues, des comportementalistes, des vétérinaires, des éducateurs canins sur le chien, et il y a le pendant aussi sur le chat. Donc ça, c'est très à jour. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir des connaissances à jour et des livres à jour. Donc ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ouais. Donc voilà. Et au niveau peut-être podcast, hormis la niche, oui. Pareil, après, il y a pas mal de podcasts aussi qui sont intéressants au niveau du chien et du chat d'ailleurs. Donc Dans la tête des chiens de Alice Mignot, ça c'est très important parce qu'elle remet vraiment bien en question et très facilement entendable par tous aussi, pareil, oui. Et vraiment très sourcé et à jour. Donc tout ce qui est au niveau du chien, bien-être, éducation, comportement. J'aime bien aussi le podcast Vétologie, donc c'est avec une vétérinaire comportementaliste vétérinaire. Et là, ça peut aussi traiter aussi bien du chien, du chat que des chevaux, donc c'est très intéressant. Oui. Et un podcast aussi que j'aime bien, c'est Mordant, de Mathilde Chalut-Natal. C'est un peu plus divers intervenants, parfois un peu sur le comportement, mais pas que. Et c'est aussi intéressant d'aller voir autre chose que le comportement. Voilà. Trop bien, ça marche. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures ? Alors, on peut les rediriger vers Instagram et Facebook, Pimpets _éducation Lyon, pour Instagram et Facebook, et puis mon site, Pimpets Éducation sur Lyon, le site internet. Voilà, c'est tout. J'ai pas énormément de choses. C'est parfait. Voilà. On aime quand il n'y a pas énormément de choses. Je n'ai pas encore écrit de livre. On attend. Je note. Très bien. Écoute, merci beaucoup Aurélie. Je suis vraiment hyper contente d'avoir fait cet épisode avec toi. C'était vraiment hyper intéressant. Donc merci, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation, et puis à bientôt pour une balade. Ouais. Et merci à toi. Très très enrichissant toujours de pouvoir évoquer, échanger sur plein de thématiques. On parlerait des heures. Yes, trop bien. Merci beaucoup. Merci, salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Aurélie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @pimpetseducation_Lyon et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!